Chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios de Dabakh FM un Tivaouanois qui est enseignant-chercheur, qui est professeur dans l'enseignement supérieur. Il s'appelle M. Abdallah Samb Abdourahmane. Et vraiment, il nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous voir pour discuter avec nous d'un livre qu'il a publié. Et vraiment, je crois que nos auditeurs gagneraient à avoir plus d'informations sur ce livre-là, édité par M. Abdallah Samb. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je donne la parole à M. Samb pour lui permettre de se présenter à nos auditeurs. M. Samb. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mon cher directeur, bonjour les auditeurs de Dabakh FM. Je suis aujourd'hui particulièrement heureux de m'exprimer ici à Tivaouane, ma ville, mon royaume d'enfance. Tivaouane, d'où je garde des souvenirs merveilleux. Avant d'entamer mon propos, permettez-moi de saluer mes amis et mes pères qui sont là. Parce que, comme pour le dire en Wolof, Souma et Baye rek ñoo fi nekk fii ci Tivaouane. Je commencerai par le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy, mon père et ami El Hadji Maodo Sy Dabakh, et aussi Khalifa Sy Baye Mbacké, mon très grand ami. Parce que je suis né et j'ai été couvé ici par de merveilleuses dames. Ma mère s'est retrouvée dans un cercle de femmes extraordinaires, Hadja Dior Mbaye. Et alors je garde les souvenirs de dames merveilleuses comme Hadja Fatsi Mansour, Hadja Fadjeng Meissa et la maman de Aïda Sy, parce que c'est des âmes si belles. Moi, quand j'étais au lycée à Thiès et que je revenais en vacances ici, Sokhna Fatba Ahmed, voilà, pour ne pas l'oublier. Quand je revenais en vacances, il m'envoyait des sacs remplis de choses, de sucre, de thé, de gâteaux. Alors, chaque fois, la bague que m'avait offerte la dame Sokhna Fadjeng Meissa, je l'ai gardée jusqu'à l'âge de nager à la mer, je l'ai perdue à Soumbédioune. Donc, et je disais donc à ma petite sœur Thier que j'aurais bien aimé dire bonjour à Aïda Sy. Je l'avais dit, même j'avais raconté toutes ces histoires-là à Habib quand je l'ai rencontré. Et c'est pourquoi je crois qu'on dit que les meilleurs cadeaux, il faut les donner aux enfants. Voilà, vous voyez, vous voyez. Donc, que je disais à Thier que je serais très heureux de dire bonjour à Aïda Sy parce que j'avais des relations très belles avec leur maman, comme ça, hein. Des dames comme ça qui s'occupent d'un enfant, qui lui envoient des cadeaux, comme ça, c'est extraordinaire. Donc ça, tout cela, c'est des souvenirs qui m'ont moulé quelque part. Donc, tu vas voir... Et qui ont fasciné votre personnalité. Voilà, effectivement, qui ont quelque part agi sur ma personnalité. Absolument. Parce que ça donne confiance. Absolument. Hein? Absolument. Donc, je ne pouvais pas manquer à dire un petit mot sur ces dames adorables. Oui. Voilà, M. Samb, vraiment, c'est un plaisir de voir que vous rappelez ces beaux souvenirs
qui marquent votre enfance. Sans oublier notre père, Bamoy Touré. Touré. Ça nous a bercé. Exactement, ça c'est sûr. Donc voilà, ça fait plaisir vraiment de me remémorer tous ces vieux noms-là qui ont vraiment qui ont eu leur place dans l'histoire de Tivaouane. Voilà, donc maintenant, je pense effectivement que si vous n'avez pas de questions particulières ou si vous n'avez pas d'éléments particuliers à mettre en valeur, nous allons directement attaquer votre livre. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, nous allons travailler sur plusieurs points. Ouais. D'abord, si le temps nous le permet, j'ai pu prendre 4 points qui me tiennent à cœur et que j'ai pu exploiter dans votre livre. Ouais. Le premier point, c'est que, M. Samb, quand j'ai lu votre livre, Management, avec un point d'exclamation, l'art et le procédé, ça, c'est un titre qui est pertinent, qui a fait un effet sur moi. Et je dis, bon, ce titre-là, c'est un beau titre que vous avez choisi, que tu as choisi, je vais te tutoyer. Mais pourquoi tu as choisi ce titre-là, l'art et le procédé? Très bien. Parce que, vous savez, nous vivons une époque très centrée sur la technique et sur les performances. Mais ils oublient quelque part que c'est l'homme qui est au cœur de la dynamique. Et cet homme qu'on appelle le manager, avec son leadership en bandoulière, est d'abord et effectivement un artiste. Un artiste. Je disais il y a quelques semaines à mes étudiants que les 2 principes essentiels en management, c'est le principe de créativité et l'exigence d'organisation. Absolument. Et je le disais que vous pouvez apprendre dans les écoles de business, dans les écoles de gestion, les différentes facettes de la technique, mais ce qu'on ne vous apprendra nulle part, c'est l'art de mener des hommes. Et cela doit relever de la personnalité propre de l'individu. Voilà d'ailleurs ce qui fait que j'ai voulu mettre en relief effectivement le principe artistique qui fait l'homme de perception en mesure donc d'imagination, de créativité et d'innovation. Ce qui fait la différence dans les entreprises. Voilà, exactement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'avoue franchement que quand je lis votre titre, mais j'ai dit, mais tiens, c'est un beau titre ça. Parce que je pense aujourd'hui que les organisations ont besoin de managers. Et on les rencontre pas. Ils commencent à se réveiller de ce fait parce que maintenant, au cœur de l'entreprise, il y a le designer. Il y a le designer qui est à la pointe de la conception d'abord. Et la conception, c'est de l'imagination, c'est de l'innovation, c'est de la créativité d'abord. Absolument. Et ensuite, avoir le profil de leadership. C'est-à-dire d'abord la vision, oui. Parce que la création, c'est l'intuition d'abord, et l'exercice de créativité, d'innovation, mais la perception, l'intuition. Et cela, donc, commence à rentrer effectivement dans l'entreprise et les gens se réveillent de plus en plus. Et le moteur dans tout cela, ce n'est rien d'autre qu'un homme. Il faut maintenant formater un homme de ce calibre en mesure de générer des idées. Oui, tout à fait. Dans l'entreprise, d'impulser la créativité, l'innovation. Oui. Nous avons vendu, par exemple, une table de ce format pendant 1 an. Bon, ça commence à prendre un coup de vieux. La clientèle ne suit pas. Alors, hop, il faut créer un nouvel format de table qui va attirer la clientèle et ainsi de suite. Ce sera un pas en avant. Et s'il n'y a pas cette création-là,
la productivité ou bien que quel que puisse être le talent marketing ou de productivité, la clientèle ne va pas suivre. Il faut avoir cet esprit d'innover, de créer, de mettre en œuvre des choses nouvelles sur tous les plans. Hein. Absolument. Et si je te comprends bien, cela veut dire que ce n'est pas le manager seulement qui doit être créatif. Il faut que aussi les autres qui sont sous sa responsabilité doivent être aussi créatifs. Bien sûr. Ah, mais voilà. Écoutez, mon cher Touré, si par exemple ici au niveau de ton établissement, il y a par exemple un de tes collaborateurs qui vient avec une idée géniale, c'est-à-dire qui revient de quelque part de Dakar et qui t'amène sur le plateau une possibilité de partenariat. Oui. C'est un esprit de créativité. Parce que, bon, l'entreprise, tu l'as créée, mais c'est pour vous tous. Absolument. Je dis tout le temps à mes étudiants, n'allez jamais dans une entreprise dans le but de chercher de l'argent. Il n'y en a pas. Il faut y aller avec votre arrosoir, arroser comme tout le monde et énergiquement. Oui. Ensuite, maintenant, prendre votre part des fruits. Absolument. Voilà, donc il faut avoir... Et si on n'a pas... Si on s'arrête tout simplement à la routine, oui. Alors là, le bateau n'avance pas. Absolument. C'est les idées nouvelles, c'est l'esprit de créativité qui fait que... Et cela, on ne l'enseigne nulle part, oui. Dans aucune école. Oui. On me disait quel doctorat que tu as. Je dis, bon, écoutez, malheureusement, il n'y a pas d'institut où l'on sort exactement. Comme poète. Exactement. Ou bien comme philosophe. Exactement. Je ne dis pas professeur de philosophie. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas un institut où l'on sort comme poète ou bien comme philosophe, je veux dire, en essence. Absolument. Voilà. Là, maintenant, je pense que c'est bien. On va passer maintenant dans le vif du sujet. Attaquer maintenant le fond de ton livre. Dans ce livre, tu parles du management. Bon, là, je ne vais pas aujourd'hui parler de ça, mais il y a un côté qui m'intéresse particulièrement parce que c'est une science nouvelle. C'est un sujet nouveau qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans notre environnement. C'est le développement personnel. Donc aujourd'hui, il y a une édition en France que vous devez connaître. Quand ils enseignent, ils disent management pour les nuls, marketing pour les nuls. Donc moi je dis que si tu devais nous expliquer le développement personnel pour les nuls, pour qu'on comprenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le développement personnel, parce que dans mon exploration de l'être humain, dans ma philosophie, finalement, après moult recherches, face à face avec moi-même, finalement, ce que j'ai découvert en l'homme et qui est en toi-même, c'est l'archétype d'un homme bon, libre et performant. Et voilà ce que je souhaite partager avec... Il ne suffit que d'essayer de se circonscrire avec des instruments appropriés pour accéder au meilleur de l'être humain et devenir à hauteur de cet homme merveilleux, cet homme bon, libre et performant. Alors, donc, voilà ce qui est à la finalité donc, de ce développement personnel. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire alors que c'est peut-être le développement, c'est la science de la perfection humaine? C'est la science de la perfection. Moi, je dis que ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert dans cette exploration de l'être, parce que, bon, vous savez, la philosophie, c'est apprendre de l'homme. Et je te parlais tout à l'heure d'un livre que mes étudiants viennent de découvrir avec beaucoup de joie, parce que en définissant un cours que je donne dans un institut de management, je leur faisais part de la nécessité de définir une méthodologie. Et dans cette méthodologie, je leur ai parlé d'un instrument d'investigation intitulé La dialectique des ordres et qui se trouve dans cet ouvrage-là, Procès de l'entendement. Alors donc, j'ai compris que cette époque a besoin de transferts stratégiques. On ne peut plus, comme avant, s'arc-bouter sur la productivité et le marketing pour arriver à ses fins.
parce que maintenant, il faut en fait se pencher sur l'auteur principal et du marketing et de la productivité, c'est-à-dire l'homme. L'homme, voilà. Alors, voilà pourquoi j'ai cherché quels peuvent être les instruments adéquats pour rendre meilleur cet homme. Et j'ai trouvé 3 clés. Les 3 clés de développement personnel. Oui. Que sont... On y reviendra. Voilà. On y reviendra parce que ça fait partie d'un point qui m'a particulièrement intéressé. Voilà. Et ce que je veux te demander, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui au niveau du développement personnel pour inciter nos auditeurs à s'approprier cette science-là et à vouloir l'apprendre? Mais en fait, toi, tu as bien saisi les enjeux parce que tu lis. Les autres, ils ne lisent pas. Oui, c'est dommage. Quand je t'ai présenté mon ouvrage, tu l'as lu, tu as sursauté sur tout cela parce que tu as compris effectivement que le véritable enjeu, c'est l'homme. Oui, absolument. Mais donc, il faut qu'il y ait le déclic. Vous voyez, je disais à une dame qui travaille dans un ministère avec qui je travaille sur un certain nombre de plateformes de compétences, je lui disais que quand le besoin est là, le coach est présent. Oui. Alors donc, c'est parce que effectivement tu as senti la nécessité de ce souffle-là qu'il y a eu ces connexions entre nous. Tout à fait. Et c'est réellement fondamental de se pencher sur cet homme à tous les niveaux pour le circonscrire, l'élever, le développer et le rendre donc accessible au meilleur de lui-même. Ah ouais. C'est le souci et la gestion de soi. Tout à fait. Du soi profond. Et je crois que vraiment c'est l'occasion de faire un vibrant plaidoyer pour que les gens aiment la lecture, pour qu'on revienne à la lecture. Parce que vraiment, je crois que lire, ce sont les éléments clés du développement. Nous y reviendrons Voilà. parce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas venu en bandoulière seulement avec une prière. Iqra d'abord. Apprends. Et il nous a fait grâce et cadeau d'une religion merveilleuse, mais qui repose sur le savoir et la science. Oui, Donc, tout à fait. D'où vraiment l'importance capitale de la lecture pour rendre l'homme meilleur. Oui. Et là, je crois que vraiment, mais nos élèves, nos professeurs qui écouteront cette émission-là doivent savoir, doivent faire... Il faut lire. Voilà, vous savez, j'ai été invité il y a quelque temps à l'Institut de théologie et de philosophie à Dakar. Et je suis sorti de là-bas vraiment avec tellement d'enthousiasme, tellement d'oxygène dans les poumons. Alors, parce que nous avons parlé de choses essentielles, les choses qui font l'homme meilleur, autour donc de la culture. Et je leur disais que nous vivons une époque, je ne parle pas de mon pays, je parle de l'existence, de notre existence, de la vie en général. Nous vivons une époque qui est pauvre intellectuellement et spirituellement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qui est en mesure de générer tout, même le qu'on aura vu. Oui, absolument. Voilà, donc, et donc, moi, je crois que vraiment, si on se fie effectivement à l'analyse de la situation que nous vivons, donc cette maladie-là était prévisible un peu dans l'agenda spirituel de l'individu. L'homme, le Coran nous dit que Zahar al-Fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas li zuhum ba'da allazi amilu lahum yarjihun. Les problèmes qu'il y a dans la mer et sur terre ne sont l'œuvre de personne d'autre que l'homme lui-même, afin que Dieu vous fasse goûter votre œuvre qui vous brûle les mains. Absolument. Ah, ça, je crois que vraiment, j'adhère à 100% à ce principe-là. Voilà, donc on va attaquer, M. Samb, le troisième point, qui me paraît encore non moins important, la pratique de l'art. Et tu as développé un point que j'ai particulièrement aimé, le coaching de performance. Le coaching de performance. Mais avant cela, est-ce qu'on ne va pas quand même, ne serait-ce que définir les clés essentielles? Voilà, mais on va intervenir, on va intervertir les questions. Oui, donc on va passer à la prochaine question, les 3 clés du développement personnel. Les 3 clés du développement personnel.
Donc, moi, ce que j'ai trouvé dans l'exploration de l'être, je vous disais qu'à travers mon ouvrage, La procès de l'entendement, j'ai essayé d'observer le premier couple sur Terre, Adam et Ève. Oui. Je n'étais pas là il y a des millions d'années. Mais à partir d'un instrument approprié, j'ai pu observer ce premier couple sur Terre. C'est-à-dire les motivations de comportement. Écoute, on te laisse dans un appartement enfermé pour de la nourriture pour une semaine. Au bout du 8e jour, 9e jour, tu commences à dévoiler ta véritable personnalité. Parce que là, c'est l'instinct qui parle. C'est à partir donc des postures d'observation que j'ai essayé de comprendre cet homme-là. Et donc, progressivement, jusqu'à aujourd'hui, le suivi de ces observations, ce que je dis tout le temps à mes étudiants, vous savez, la science humaine repose tout simplement sur 4 principes. Toute la science humaine. L'esprit d'observation, d'analyse, oui, d'expérience et d'organisation. Tout à fait. Alors donc, c'est à partir de là qu'en observant cet homme, j'ai compris que pour l'idéal objectif que je me suis fixé, que j'ai visé, c'est-à-dire l'archétype d'un homme bon, libre d'une liberté totale, parce que n'ayant comme maître sur terre que Dieu, et uniquement Dieu, et performant dans le travail, parce que nous avons subi des époques. Nous avons connu l'esclavage, la colonisation, la pauvreté, les épidémies. Mais personne d'autre que nous ne développera ce pays ou ce continent. Les autres peuvent être nos partenaires, nous donner un petit coup de main, mais c'est à nous de prendre en charge la problématique de développement. Il nous faut avoir l'esprit de labeur, de travail, d'honnêteté, de discipline. Et il y a René Dumont qui disait dans un de ses ouvrages, l'Afrique noire est mal partie. Il a évoqué tous ces points-là, mais il dit que ce n'est pas un handicap. Je lui oppose Jacques Bignecourt. Exactement. Jacques Bignecourt, à l'origine, quelque part, de Enda Tiers-Monde, qui ne s'est pas contenté de regarder l'Afrique avec un œil pessimiste, mais qui est venu se retrousser les manches, embrasser son frère africain et creuser avec lui-même, et faire avec lui-même, développer avec lui-même. Donc ça, je pense que c'est des personnages qui sont véritablement des amis de l'Afrique. Donc sur les trois clés donc tu parles de l'autodiscipline. Donc il y a 3 clés, à mon avis, essentielles pour le développement de l'être humain, le développement personnel. C'est l'autodiscipline, l'édification spirituelle et la conscience professionnelle. Ça, j'ai bien aimé la conscience professionnelle. Donc, vas-y maintenant, pour l'autodiscipline. Vous savez, l'homme, il peut être faible, il peut être médiocre, mais Dieu nous a dotés de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la raison humaine. À ce propos même, j'avais donné une conférence au Maroc, dans un institut supérieur, sur un thème, la relation d'interfécondité entre la foi et la raison, et qui a été même recommandé aux instituts de gestion de Rabat et Casablanca. Donc Dieu, il nous a dotés d'une raison éclairante, mais aussi de la volonté. En l'homme, il y a effectivement de la faiblesse, mais il y a de la luminosité par sa raison, un potentiel extraordinaire, l'esprit d'imagination et de créativité en lui, mais également un instrument de propulsion, c'est-à-dire sa volonté. Tout à fait. Quand elle est initiée. Parce que l'homme est bon. La nature fondamentale de l'être humain est de bonté. Si l'homme n'est pas bon, c'est tout simplement parce qu'il utilise mal sa volonté d'être. Tout à fait. Cette volonté-là, il faut l'entretenir, l'épanouir et le propulser. Forger une volonté avec de petits principes qui vont devenir de forts et très grands principes sur lesquels appuyer. Il me faut me lever à 6 heures du matin pour aller à la mosquée,
Donc, j'ai essayé une première fois, je n'ai pas pu, je me suis réveillé à 6h30. Il faut reprendre, essayer encore, davantage, et finalement, tu trouveras même du plaisir à y arriver, à te lever à cette heure pour aller soit à la mosquée, soit au travail. Donc, si je te comprends bien, l'autodiscipline, c'est inné alors en nous. Oui, nous l'avons en nous. Il faut creuser pour prendre le meilleur de l'homme qui est en nous-mêmes. Oui. Donc, à partir d'une auto-observation, une autogestion, une autopromotion, par quel instrument? Par la volonté. La volonté initiée qui nous fait prendre des décisions, mais aussi qui nous incite par le courage et la discipline à poursuivre ces principes-là par notre propre volonté. Voilà l'instrument extraordinaire sur lequel s'appuyer. Avec maintenant, il peut y avoir de l'autosuggestion. Donc, yes, we can, comme disait Obama, et il a pu. Exactement. Oui, nous pouvons, Oui, nous pouvons, et nous y arrivons. Donc, cela veut dire que tout le monde est placé sur le même pied d'égalité. Tout le monde n'a pas fait de favoritisme. Vous savez, moi, je suis persuadé d'une chose, et je n'en démords pas. Je crois que les seuls critères d'élection et de promotion de l'être humain, c'est la vertu et la compétence. Oui, le mérite personnel. La vertu et la compétence. C'est ça seulement qui fait la différence. Et Dieu aussi, heureusement que je disais à un de mes frères que, bon, xel mu rafet bu ko ragal yàlla lale diine la. Absolument. Diine la. Absolument. Parce que autant moi je m'accroche à cette idée que seul ce qui fait la différence des hommes, c'est la vertu et la compétence. Dieu l'a confirmé dans le Coran. Il nous dit Ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Il nous dit que je vous ai créé noir, blanc, wolof, tout couleur, laobe, peul, pour que tout simplement vous vous connaissiez et vous échangez. Attention, le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus vertueux. De la même manière, dans toutes les sphères de l'existence, la seule différence qui puisse exister entre les individus ne peut relever que de la vertu, l'éthique, la morale, ce que les philosophes ont cherché pour parfaire l'homme et qui est insuffisant, mais aussi la performance dans le travail. Aimer le travail et arriver donc à promouvoir cet individu. Et je pense que c'est pourquoi Platon, en parlant des hommes de sa République, il disait qu'ici, il n'y a pas besoin d'avoir la cravache. Tout le monde est né avec la vertu et il va la pratiquer. Donc, je pense que c'est exactement ça. Alors, cette vertu est innée en nous. Vous savez, les philosophes, ils ont beaucoup de mérite parce que autant les prophètes, ils sont inspirés de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est des élus de Dieu. Mais les philosophes, ils ont dû chercher à travers eux-mêmes, se faire violence. Tout à fait. Pour essayer de rencontrer le meilleur de l'être humain à travers leur propre personnage. Donc, ils ont... Et quand tu fouilles même beaucoup dans leur œuvrage, vous verrez très bien qu'en général, même si peut-être ils ne s'en rendent pas compte, que c'est des hommes de spiritualité, ce qui nous amène au deuxième point. Voilà. Là, avant d'aller sur le deuxième point, est-ce qu'en développement personnel, vous avez prévu des outils pour impulser l'autodiscipline chez la personne? Est-ce que vous avez des mécanismes, des astuces pour pouvoir impulser l'autodiscipline chez la personne? Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est un phénomène qui est latent, qui sommeille en l'homme. Il faut avoir quelques ingrédients pour pouvoir le faire sortir cette autodiscipline. Oui, quand je parlais de oser le changement, vous savez, dans la vie, d'une manière
ou d'une autre, il y a un moment où tu peux rencontrer un dévoilement, un déclic. Si tu es attentif à ce déclic, tu te poses les questions. Commence ainsi la quête et l'enquête. Pour essayer d'abord de répondre à la question « Qui suis-je ?» Parce que dès lors que tu te connais, alors tu es en mesure de devenir. Il y a un philosophe, je crois que c'est chez les stoïciens, Épictète, je crois, qui disait que il ne relève de nous-mêmes de choisir un métier. Mais si tu dois balayer la rue, fais-le avec talent. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, et je crois que ça nous pousse à parler peut-être de la conscience professionnelle. Oui, parce que nous allons arriver au troisième point. Oui. Là, on était sur le premier point. Oui, là, donc l'autodiscipline, on va parler encore de l'édification spirituelle. Voilà, là, on donc en a pas parlé. pour terminer sur l'autodiscipline, donc il faut d'abord le souci et la gestion de soi-même. Essayer de se circonscrire, de ne pas se faire des caresses, mais de voir ses forces, ses faiblesses, et essayer, parce que l'homme est faible, en nous il y a de la faiblesse. Un diagnostic sans complaisance. Sans complaisance. Et essayer de traquer tout ce qui est faiblesse et défaillance en nous-mêmes. Ah oui. Et c'est ça, je crois que c'est ça c'est un grand courage, ça. Exactement. Et essayer, à partir de là, d'arpenter ce couloir sinueux-là pour accéder au meilleur de l'être humain et arriver à cet alignement adéquat-là. Il y a beaucoup de procédés, il y a l'autosuggestion, je te parlais tout à l'heure de Yes We Can, il y a le remords, c'est-à-dire que, bon, vraiment, je suis horrifié par cette vie que je viens de passer. Stop, maintenant, je ne veux plus vivre comme ça. C'est fini la cigarette ou bien c'est fini le verre de whisky. Oui. Stop, je ne vais pas voir ni le charlatan ni le docteur. Je prends la décision, je casse le verre, c'est terminé aujourd'hui. Absolument, ça j'aime bien entendre des propos comme voilà. ça. Et à partir de cette décision ferme, c'est le remords, c'est fini. Je mets cette croix-là et je passe à autre chose. Avec courage, avec discipline dans l'engagement. Osez faire un examen de conscience. Osez faire un examen de conscience. C'est quelques-uns des instruments qui nous permettent de nous dépasser et bon, de monter un peu plus en haut vers cet homme merveilleux dont on est en quête. D'accord. Ensuite, le deuxième point, c'est l'édification spirituelle. L'édification spirituelle. Parce que, je le répète très souvent, que moi, ce que je cherchais, c'est la liberté. J'étais dans des cercles intellectuels en Europe, bon, où il y a une injection de quelques doses de liberté, mais j'ai senti quand je suis arrivé ici que c'était du flou, c'était flou. Alors, dans ma quête et dans mes enquêtes, bon, quand j'ai rencontré quelque part dans le Coran, parce que bon, la spiritualité dont je parle, elle peut être relative, absolue, relative qui s'arrête aux idéaux de justice, de fraternité, de liberté, d'humanisme, mais il y a aussi une liberté absolue, bon, qui me parle personnellement. Alors donc, quand j'ai commencé à sentir le souffle de l'islam, bon, et que j'ai vu que c'était une religion de science, moi j'étais vraiment très impressionné de voir l'interpellation de Dieu tout à travers le Coran. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatazakkaru ulul albab. Ça veut dire, il dit tout le temps dans le Coran qu'il s'adresse aux hommes de raison. Ce qui m'avait poussé à partir 5 ans en Afrique pour apprendre le Coran et tout ça, au Niger, et ensuite poursuivre mon arabe un tout petit peu au Maroc et en Mauritanie. Donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher et j'ai vu que effectivement, il y avait matière à perfectionner l'homme. Les philosophes ont cherché à perfectionner cet homme-là. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La morale, la vertu, l'éthique, ça ne suffit pas. L'homme est faible. En nous, il y a de la faiblesse. Tout à fait. Tout ce qui peut retenir l'homme, c'est cette relation réfléchie avec Dieu. Parce que là, tu ne peux pas tricher. Oui, quand tu triches, tu te triches toi-même. Absolument.
Absolument. C'est extraordinaire. Absolument. Le mois de Ramadan, si tu t'enfermes par exemple dans ta chambre à boire ton Coca-Cola, Oui. ben écoute, tu fais un petit jeu avec toi-même. Tout à fait. Donc, c'est cette relation forte-là qui fait que l'individu peut être en mesure de remise en question et de promotion. Et j'ai trouvé beaucoup de bonheur dans cette religion qui m'a donné une liberté totale. Tu n'as de maître sur cette terre que Dieu et exclusivement Absolument. Dieu. Absolument. Par le principe du tawhid qui fait la fleur de cette religion. Absolument. Pour ceux qui se soucient de l'homme. Tout à fait. Donc, il faut que, donc les trois principes donc, autour desquels je construis ma foi, ma foi, qui me donne une autonomie totale vis-à-vis de qui que ce soit. Mais on ne peut pas avoir deux maîtres, M. Samb, c'est pas possible. Donc, c'est le tawhid, oui. Mais chercher l'unité des musulmans. Je cours derrière cela depuis des années. Tout à fait. Parce que ce n'est pas moi qui le veux, mais c'est Dieu qui nous le demande. Ne soyez jamais parmi ceux qui se sont divisés dans les religions, chacun disant c'est moi qui ai l'affaire. Soyez unis par la corde de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Donc, à part le principe de Tawhid qui est une soumission totale et exclusive à Dieu, ensuite chercher à rencontrer mon frère de tous les coins. C'est-à-dire que tu sois mouride, tidjane, khadir. Moi, je suis un musulman, tu es mon frère et je t'embrasse. Absolument. Au-delà même, parce que j'ai écrit un beau livre qui est intitulé Ferveur et fraîcheur autour de la transcendance, où j'ai essayé de dégager l'unique direction divine à travers les trois religions révélées. Je te présenterai cet ouvrage. J'aimerais bien voir cet ouvrage. Voilà, donc, le principe de Tawhid, l'unité de tous les musulmans, et le troisième point, c'est... Donc, je pense alors que l'édification... C'est poursuivre les prescriptions et les proscriptions. Oui. C'est-à-dire ce que Dieu, j'ai cherché dans le Coran, tout ce que Dieu me demande de faire, de suivre, de pratiquer, je le pratique. Tout ce qu'il me demande de ne pas faire, j'essaie de m'en éloigner. Voilà les trois principes. Le tawhid, l'unité des musulmans, et aussi comprendre les prescriptions et les proscriptions, les suivre et arriver donc à cet homme merveilleux qu'on appelle le musulman. Et la finalité de cette religion-là, c'est un homme bon, merveilleux. Un homme libre aussi, je pense. Un homme totalement libre. Oui. Un homme totalement libre. C'est vrai que il faut aussi avoir les arguments de sa foi. C'est-à-dire aller chercher, aller apprendre et comprendre. C'est ce qui me donne cette autonomie de ne me réclamer de personne. Absolument. Quand parfois je discute avec quelqu'un, il me dit, oui, c'est qui ton serigne? Je lui dis que mon serigne, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, terminé. Il me dit, mais, je lui dis, non, pas de mais. Non, mais c'est vrai, l'édification spéciale. Voilà. Parce que j'ai cherché les arguments de ma foi et je les ai. C'est-à-dire, j'ai les éléments qui me permettent d'avoir cette autonomie et de vivre intensément et de jouir de ma foi. Absolument. Et ça passe par le savoir. Absolument. Il faut aller apprendre. Et quand on avait dit à notre merveilleux guide qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, maintenant, prendre du recul et embrasser tous tes frères de n'importe quel coin de la terre. Tout à fait. Que ce soit dans ta religion ou d'une autre religion. Donc, parce que finalement, c'est le savoir qui confère le discernement. Absolument. Et le discernement nous donne la liberté. Et le troisième point, c'est la conscience professionnelle. Voilà, donc vous voyez bien qu'avec l'édification spirituelle, on peut accéder à cet homme merveilleux, cet homme bon, de la bonté. Parce que la religion nous apprend que l'homme est naturellement bon. C'est-à-dire, il a péché. Adam a péché. On l'a ramené par terre. Et Dieu, par sa miséricorde et sa grâce, nous a envoyé des prophètes. Cette sourate-là, par exemple, nous rappelle effectivement la grandeur de l'homme qui, par ses faits, en fait, s'est ravalé par terre. Tout à fait. Et maintenant, Dieu, par sa grandeur, nous a amené le verbe magnifique. Et on peut maintenant, en
prenant fermement ce verbe-là, on peut réintégrer cet homme merveilleux. Ah oui, tout à fait. Alors là, les Grecs se rencontrent par là, la foi, le principe de foi, parce que pour eux, le mal n'existe pas. Seul existe le bien. Tout à fait. Ils disent que le mal est une incompréhension du bien. Parce qu'une fois que tu comprends la magnificence, la beauté, les hauteurs du bien, alors là, tu délaisseras depuis ce jour-là le mal. Le mal, absolument. Mais tant que tu trafiques avec le mal, c'est parce que tu n'as pas encore appréhendé pour toi-même d'abord les hauteurs du bien. Les hauteurs du bien, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai, je partage cette... Donc il y a Rousseau qui disait que tout est bien venant des mains de Dieu, mais tout dégénère entre les mains de l'homme. Dans tous les philosophes, même chez Nietzsche, parfois il m'arrive de lire des passages et de sourire, parce que tu vois parler de la spiritualité. Il insinue quelque part, même s'il n'utilise pas les mots, la providence, bien absolument. La philosophie, les premiers philosophes, on disait qu'au début, quand tu dis c'est un philosophe, il dit ça, il dit c'est un athée, alors là, ça fait marrer. On ne peut pas, parce que l'homme ne connaît rien. Nous ne savons absolument rien. C'est maintenant à travers une relation d'intimité avec Dieu, à fréquenter Dieu comme il le souhaite, il peut arriver qu'on accède à des dévoilements. Absolument. Il peut arriver qu'on accède à des dévoilements. Et si on est attentif, on prend du recul par rapport à ces dévoilements-là, on y comprend des choses, et alors on essaie de se parfaire et d'avancer sous sa guidance. Sous sa guidance. C'est important. Sous sa guidance, la guidance divine est importante. En lui retournant tout. Tout à fait. Absolument. Donc je pense qu'on va voir un peu rapidement la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, parce que vous savez, ce qui fait le mal de l'Occident, c'est qu'il a oublié ses sources. Vous savez, à l'origine du capitalisme, il y a une pensée religieuse. Les premières grandes universités qui existaient en Europe, particulièrement en France, c'était des universités de la chrétienté. Et celui qui est à l'origine de l'impulsion du capitalisme, c'est le protestantisme. Et la philosophie des protestants, c'était de travailler hargneusement, de faire de grandes œuvres sur terre seulement pour la gloire de Dieu. Voilà le principe fondamental qui est le principe fondateur du capitalisme. Et aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, la modernité veut jeter à la poubelle tout ce qui est spiritualité. Qu'est-ce qui reste de l'homme sinon de la coquille matérialiste? Absolument. Et il va le subir. Et donc, vous voyez cette dimension spirituelle du travail, du labeur. Le travail libère. Absolument. Le travail est liberté. Le travail rend à l'homme sa dignité. Ah, tout à fait. Donc, c'est ce qui m'a poussé à chanter le travail et aussi la conscience professionnelle. Avoir l'esprit de toujours bien faire le travail qu'on me confie. Pas parce que monsieur le directeur est là, non, pas du tout. Parce que Dieu est là. Absolument. Dieu est là. Absolument. Et je veux être en phase avec ce Dieu-là. Je veux qu'il soit content de moi. Donc, je fais convenablement mon travail. Et à la fin du mois, si monsieur le directeur me donne mon salaire, je peux hausser les épaules parce que je l'ai mérité. Absolument. J'ai fait très honnêtement mon travail et je participe de ce qui fait la croissance de cette entreprise. Et donc, dont j'ai droit à des fruits. Absolument. Alors là, c'est cet esprit d'honnêteté, cet esprit d'intégrité dans le travail, qui fait que je participe à une œuvre de civilisation aussi. Tout à fait. Construire son pays. Le travail que je fais, à quoi ça peut me servir? On ne doit pas s'arrêter là. À quoi doit servir ce travail? À mon pays, à mon continent, et à l'homme. Si j'enseigne ici des enfants, je peux avoir la chance de former ici un président ou bien un grand intellectuel qui va servir l'humanité. Si je produis un Coca-Cola, si je suis dans la chaîne de valeur de la production d'un Coca-Cola, et puis je peux étancher la soif
d'un homme merveilleux quelque part sur la terre. Donc, se poser ces questions-là, à quoi le travail que je fais peut apporter dans le développement de notre humanité. Oui. C'est des questions essentielles qu'on peut se poser et qui nous permettent d'avoir une dimension très élevée face au travail. Oui, moi, je pense que déjà, vraiment, tes développements sur la conscience professionnelle, ça, je crois que tous les travailleurs sénégalais gagneraient à lire ça. Mais moi, je suis allé, parce que quand j'écrivais cet ouvrage-là, je suis allé faire quelques recherches aux ICS. Oui. Parce que je me posais des questions. Pourquoi il y a des entreprises qui tombent tout le temps? Oui, absolument. ICS, Sotrac à l'époque qui se porte bien maintenant, même avec aussi la Sénélec aussi qui se porte bien. Alors, après mes recherches, j'ai produit le livre là. Je suis allé parce que j'ai remarqué ici que bon, quand j'ai commencé, c'est ça les recherches, hein. J'ai commencé ici à faire des recherches et je suis allé au Maroc. J'ai eu l'opportunité de côtoyer un tout petit peu la philosophie de l'OCP, Office chérifien des phosphates au Maroc. Alors, eux, vous savez, nous ici, nous produisons le phosphate, mais nous arrêtons aux acides. Acide sulfurique, acide phosphorique. Alors que la finalité du phosphate, c'est l'engrais. Le Maroc ne s'est pas arrêté. Nous, on s'arrête aux acides et on les revend en Inde. Le Maroc ne s'est pas arrêté aux acides. Il est allé jusqu'à un pourcentage extrêmement élevé de production d'engrais. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont rentrés dans les campagnes. Accompagner les paysans, faire avec eux. Et maintenant, le résultat, c'est que le kilo de pommes de terre, il coûte au Maroc 1 dirham. Le kilo d'orange, là, les oranges rouges, le kilo c'est 3 dirhams, c'est 180 francs. Alors donc, c'est pour cela qu'après j'ai donné l'étude là-bas à la direction. Bon, il n'y a pas encore de retour, mais s'ils s'attendent à ce qu'un chercheur vienne les caresser, ils peuvent toujours dormir. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui peut promouvoir la société, les citoyens. Notre pays. Tout à fait. Voilà. Donc, j'espère, je lui disais que j'espère avoir une rencontre avec les cadres des ICS. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils me diraient sur quel point ils ne sont pas d'accord. En tout cas, de toute façon, moi, quand j'ai lu tes développements sur la conscience professionnelle, je dis que vraiment tous les travailleurs gagneraient à le lire. Parce que là, franchement, c'est... Bon, là, maintenant, peut-être on va bientôt aller vers la fin de notre temps. Mais je veux te parler d'un passage qui me tient particulièrement à cœur et que je voudrais lire. Et là, tu écris ici, à la page 198, je te cite, « Selon le scientifique Simon Trop, directeur du laboratoire de CERCO, Centre de recherche cerveau et cognition, 90% de nos neurones seraient inactifs dans l'attente de stimulus. Aider l'individu, donc, à libérer ce potentiel, principe de l'élévation de l'humanité. » Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Absolument. Et ça, c'est un scientifique qui le dit. Ça, j'ai bien aimé. Parce que ça veut dire tout simplement, bon, la lecture, les efforts, essayer de nous stimuler l'esprit par des exercices appropriés, développer ce potentiel mental qui existe en nous et arriver à hauteur d'imagination et de créativité. Sinon, nous nous subissons nous-mêmes. Nous nous subissons et nous végétons à la périphérie de l'être. Mais M. Samb, je me suis posé des questions, mais j'ai dit, si 90% du potentiel humain n'est pas encore exploré, mais qu'est-ce que nous avons encore à découvrir? Mais tu vois, hein, ça c'est... Et puis c'est des scientifiques chevronnés qui le disent, et donc ça veut dire que nous devons de faire mieux que... nous faisons en ce moment, à force encore de subir le coronavirus. Voilà. Coronavirus 19, que Dieu nous en garde. Donc moi, c'est sur cette base-là, parce que nous allons bientôt terminer, et je vais vous donner le temps de lire votre beau poème. Voilà. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que aujourd'hui, mais pourquoi ceux qui enseignent le développement personnel ne vont pas plaider
pour que l'État prenne en charge cette matière. Il faut être innovant. Si tu as un cours circonscrit un cours de développement personnel, je viendrai le donner. Mais il faut être innovant. De toute façon, moi, je te promets que l'année prochaine, Inch'Allah, mais je vais enseigner, je vais prévoir des cours de développement personnel. Absolument, et tu as raison. Il faut être très innovant, prendre des initiatives. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un esprit d'imagination qui fait que il faut comprendre que cet homme-là, tu peux lui donner les instruments techniques, SVT, grammaire, mathématiques. Mais si l'homme n'est pas bien éduqué, il n'y arrivera pas. Absolument. Et donc là, je crois que rendez-vous est pris pour nos prochains programmes. Inch'Allah, j'intégrerai le développement personnel parce que moi, je sais que les élèves vont y gagner beaucoup, beaucoup. Là, maintenant, je crois qu'on est à la fin de notre... je n'ai pas eu le temps de poser toutes les questions. On aura l'occasion. Et je vous laisse vraiment, je te laisse le temps de... Voilà, nous allons... finir sur une note poétique. Un peu du micro. Nous allons finir sur une note poétique parce que ça, c'est un poème que j'ai écrit tout à l'heure, il y a une demi-heure avant de venir, parce que, il paraît, en fait, j'ai vu un reportage à la télé et à quelques malheurs peut bien arriver de la bonté et de l'espoir, parce que vous voyez, il paraît qu'avec tout ce qui s'est arrêté aujourd'hui, le travail et tout cela, il paraît que 50% pratiquement de la pollution a diminué d'environ 50%. Aussi bien en Chine qu'en Italie, qu'en Europe, parce que rien ne bouge. Donc, est-ce qu'il faut méditer cela? Absolument. Voilà, donc c'est ce qui a peut-être inspiré ce poème. Éloge de l'épreuve. Descendre aux profondeurs de l'abîme pour y chercher clignoter l'espoir. Oh oui, quand émerge le sens en l'homme, s'émancipent les ombres longtemps subies. Quand émerge le sens de la beauté des prud'hommes qui descendent sous apparat d'un vaisseau estampillé conscience verte. Oh, que fuse l'éloge à l'omniscient d'un le principe actif qui rehausse de cran le toubib inspiré. À l'abîme oppose le défi et cherche encore. Demain dès l'aube, au carrefour des opportunités et l'état de fluidité, n'oublie pas quand même l'entretien réfléchi de la conscience verte. Merci. Ça, c'est un très très beau poème. Et vraiment, je demande... Je te le dédie. Voilà, exactement. Si jamais ça sort dans un ouvrage, je te le dédie. Voilà, exactement. Ça, je crois que vraiment, ça me fera très très plaisir. Parce que il y a des problèmes extrêmement importants que tu développes. Ça a été, M. Samb, un très grand plaisir. Je vous remercie, mon de t'avoir dans nos locaux. Touré. Et vraiment, je pense que nos auditeurs vont tirer énormément de profit à cette émission-là. Et je crois que ce ne sera pas la seule émission. Vous êtes aimable. Voilà, parce que désormais, mais je crois qu'on va intégrer ça dans nos programmes. Absolument. Et de temps en temps, quand le temps vous le permet, vous viendrez passer, faire une émission. Et je vous donne la parole pour dire au revoir à nos auditeurs. Ci olof laa koy wax pour nuyu waa Tivaouane sama dëkk ak mbégte samay baay yi fi nekk yëpp doon naa leen nuyu bi may commencé suma ay xarit enfance xëy na même bu ñu nekkul fii à côté de toi sama xarit mi ngi dëkk fii Mademba Fall ñoom Khalifa Diop suma ay xarit ak suma ay rakk yu nekk fii Tivaouane ñoom Thier Daro et puis les autres Fadia ñoom ñëpp suma ay ak suma ay di am ni jàmm fii suma ay am ni jàmm lañu quoi ndax suma baay ñëpp la amaloon kóllëre ma kontaan aussi ñëw fii ci kër suñu baay bu baax bi nga xam ni nii ci ñi fi njëkk a suuxat xam-xam ci la bokk muy Bamoy Touré donc maa ngi am mbégte mu yaatu partager ay quelques moments de réflexion avec sama ay ñoñ. Merci. Merci beaucoup. Allez, et à la prochaine.